Partisans des Knicks, Nicolas Thibault avec vous ce soir pour un nouvel épisode et un très bon. On a deux invités extraordinaires en Frédéric Brunet, capitaine de l'édition 2022-2023, et Alexis Loiseau, aussi directeur du développement des joueurs ainsi qu'entraîneur adjoint, ancien capitaine de l'équipe championne de 2015. Bref, vraiment des invités extraordinaires qui viendront nous parler dans les prochaines minutes de leur parcours, de leur histoire. Et juste avant qu'on passe à ces invités-là, je veux quand même vous parler de deux informations extrêmement importantes. Tout d'abord, vous le savez, pour les matchs à domicile de l'Océanique, il y a une toute nouvelle promotion avec Archibald. Pour 20 $ seulement, vous avez nourriture et consommation qui sont inclus. Et de cette façon-là, et de cette façon-là, vous pouvez être éligible à un concours une fois par mois où vous pourriez remporter un barbecue Trigger d'une valeur de 1 199 $. Vous voyez les informations à l'écran. Vraiment, c'est extraordinaire comme promotion. On remercie nos amis de chez Archibald qui ont donné toute une promotion et qui ont donné un coup de barre cette année vraiment pour vous permettre de venir d'avance ici, profiter du Club Bud comme vous le voyez en ce moment et par la suite de vous diriger vers vos sièges pour le match de l'Océanique. Ça, je vous le rappelle, c'est à tous les matchs locaux de l'Océanique de Rimouski. Maintenant, dimanche aura lieu le prochain match de l'Océanique et de vos Knicks, alors que les Highlanders de Charlottetown seront passage à 15 h. Pour ce match, les chandails des joueurs qui seront portés seront des chandails spéciaux et ce seront des chandails donc aux couleurs de la SEC que vous pourrez remporter. Si vous n'avez pas encore acheté de billets disponibles aux tables ici grâce aux gens de la SEC, vous pourrez le faire pour une dernière fois dimanche. Les chandails cette année, exceptionnellement, on essaie quelque chose de nouveau, vous seront distribués sur la patinoire après la partie. Oui, ils ne seront pas lavés. Oui, ça va puer, mais ça va quand même être intéressant de vivre ça. Le joueur vous le donnera il l'enlèvera de ses épaulettes, vous le donnera pour le signer. Vraiment, si vous voulez vivre cette expérience unique, ce sera l'occasion. Donc, dernière chance, vous dirigez-vous aux deux tables des gens de la SEC dimanche 15 h avant le match face aux Highlanders. D'ailleurs, je termine en vous disant que les enfants qui arriveront ici déguisés pour le dimanche 30 octobre, on sait que Halloween sera le lendemain, chaque enfant déguisé aura la chance de repartir avec un billet pour un match subséquent tout à fait gratuitement. Donc, promotion pour les enfants qui se déguiseront, un billet gratuit pour les matchs suivants. Quoi de plus beau pour commencer cette émission? On est très heureux de vous avoir. Bienvenue dans l'univers des Knicks. Partisans des Knicks, pour vous aujourd'hui, de très bons invités, on vous le disait dans l'introduction. On commence immédiatement avec Monsieur Frédéric Brunet, le capitaine de l'édition 22-23 de l'Océanique. Salut Fred. Salut, comment ça va? Ça va très très bien. Fred, je voulais qu'on puisse jaser ensemble de plusieurs sujets. On profite de l'occasion dans ce podcast-là pour discuter aller en profondeur de sujets qu'on ne parle peut-être pas dans le cadre de points de presse d'après-match ou qu'on n'a peut-être pas le temps non plus de traiter pendant la saison régulière. Et on l'a l'occasion. On n'est pas limité dans le temps. Tu viens d'une famille, toi, qui est très sportive. En fait, je devrais dire d'une famille d'athlètes. J'aimerais ça à la base que tu nous parles justement de Frédéric Brunet à la maison qui voit papa, sa tante, son frère évoluer dans des sports qui sont, oui, différents du sien, du hockey, mais qui sont à de très, très haut niveau. Ouais, écoute, c'est quelque chose d'avoir des présences comme ça dans la maison, tu sais, puis mon oncle, ma tante, tu sais, j'ai la chance de les appeler quand que je veux, tu sais, quand je veux des conseils, puis tout ça, c'est toutes des personnes qui ont eu de l'expérience avec des sports de haut niveau, puis tu sais, c'est pas quelque chose qui est facile de se rendre là, puis il faut des sacrifices, tout ça, puis on se parle tout le temps de ça ensemble, tu sais, à la maison, puis c'est important de mettre les efforts à la bonne place, puis je pense que c'est avec des guides comme ça te permet de ne pas perdre d'énergie, où c'est que tu n'en as pas besoin, puis tu sais, de savoir ce qu'il faut faire dans les bonnes situations, puis c'est mon père qui a fait du patin artistique, peut-être pas la même situation, tu sais, que moi en tant que sport d'équipe, puis que joueur de hockey, mais tu sais, tu peux tout prendre, c'est vraiment pas facile de faire sa place jusqu'aux Jeux olympiques, puis je pense que juste qu'il l'ait fait, puis que j'ai la chance d'avoir une ressource comme ça, que ce soit mon père, tu sais, c'est quelque chose, puis en plus que ça s'est pas juste déteint sur moi, mais ça s'est déteint sur mon frère aussi, que lui s'est décidé de se lancer dans le patinage de vitesse, puis là, il se concentre sur le longue piste en ce moment. Puis c'est récemment, ça fait même pas 2 semaines, même pas une ou 2 semaines qu'il s'est qualifié pour aller en Coupe du Monde, ce qui est vraiment impressionnant. On le félicite d'ailleurs. On le félicite. Écoute, c'est quelque chose d'incroyable de faire sa place sur l'équipe Canada. Il y en a des patineurs pas au monde, mais au Canada. Puis se tailler une place au sein d'une équipe comme ça, c'est quelque chose. Puis de pouvoir aller voyager le monde puis faire le sport que tu aimes, c'est vraiment impressionnant. Puis je pense que
j'y en parle tout le temps. Lui, c'est des sacrifices. Là. Des fois, il peut s'entraîner pour des mois puis des mois pour une course. Puis, si cette course-là, ça va pas comme tu veux, ben tu perds ta chance. Puis, c'est quelque chose que pour moi, c'est impressionnant parce que moi, admettons, je fais un mauvais chiffre. T'en as d'autres qui viennent. J'en ai d'autres qui viennent après. Puis, je peux faire une erreur, mais moi, j'ai la chance de rembarquer sa glace après. Puis, de me reprendre. Mais lui, c'est une course. Puis, si ça marche pas, c'est pas fini. Mais c'est quelque chose qui est pas. C'est pas facile à handle la pression quand t'es sur le spot de même. Puis, t'es sa ligne de course. Puis, le gars, il a un gun. Puis, t'as 30 secondes de course. Puis, tu t'es entraîné pendant 5 ou 6 mois pour ce moment-là. Fou, hein? Puis, que la manière qu'il handle la pression, c'est vraiment impressionnant. Puis, je prends vraiment des notes de mon frère. Là. Ta tante aussi, que tu me disais, ta tante et ton oncle là, qui ont. Oui, les deux ont fait du ski acrobatique. Dans le fond, eux, ils sont nés avec des skis dans les pieds, puis moi, je suis né avec des patins dans les pieds. C'est un peu différent, mais mon oncle, il a été sur l'équipe des Jeux olympiques pour le ski acrobatique. Ma tante aussi, dans le fond, mais ma tante, elle a réussi à gagner des médailles aux Jeux olympiques de Turin. Puis à Vancouver, j'étais présent à Vancouver, fait que c'est une expérience inoubliable pour moi de l'avoir compétitionné. Puis avec des athlètes comme ça dans mon entourage, c'est pas quelque chose que je prends pour acquis. Puis d'avoir accès à eux tous les jours, je sais que si je prends mon téléphone puis je les appelle en ce moment puis je leur dis ouais, j'aurais besoin de conseils, ça va pas tant bien, ça va pas comme que je veux, ils vont prendre un bon 30 minutes, un bon 1 heure, ils vont prendre tout le temps que je veux pour me guider vers la bonne direction puis me dire il n'y a pas de panique à avoir, on a été dans cette situation-là, puis c'est comme ça, il faut que tu fasses ça. Puis c'est pas vraiment comme ça, comme que nous on l'a fait, mais ça va être à ta manière, mais on te donne des conseils pour te guider. Là. Je sais pas pour vous en studio, là, mais bon, Frédéric a père, frère, tante et oncle qui sont des athlètes qui ont été aux Jeux olympiques ou ailleurs. Moi, je compte ça dans ma famille, puis j'ai personne. Fait que, tu sais, honnêtement, d'en avoir un athlète dans la famille qui a été aux Jeux olympiques ou ailleurs, tu fais comme Colin, c'est le fun, c'est 4. Je sais pas ce qu'ils mettent dans l'eau chez les Brunets. Oui, c'est quelque chose. Définitivement, on n'a pas en même mot. Là. Félicitations à ta famille. Puis tu le disais, c'est pas le même sport. Tu as parlé de patinage artistique, de patinage de vitesse, de ski acrobatique. Ça reste qu'un athlète, c'est un athlète. Il vit des moments qui sont parfois plus stressants. Qui doivent, tu parlais d'handle tantôt, qui doivent gérer la pression, gérer aussi des situations que quelqu'un qui ne fait pas de sport n'aura pas à vivre. Il y aura autre chose, mais quand même. Donc, il y a quand même des repères qui peuvent t'offrir et t'en parlais, tu peux te fier à eux. Fait que ça, c'est probablement quelque chose qui doit t'aider aussi au quotidien. Oui, vraiment. Ouais. Fred, je veux qu'on parle aussi de toi, parce que là, on a parlé un petit peu de ta famille. Ça a été très, très vite dans les derniers mois pour Frédéric Brunet. On s'est parlé un petit peu plus tôt au courant de l'été. Tu as été sélectionné lors du dernier rencontre de la Ligue nationale par les Blues de Boston à ta deuxième occasion au repêchage. Parle-nous, reviens là-dessus si tu veux bien là, aujourd'hui parce qu'on a eu la chance de le faire. Il y a une entrevue d'ailleurs complète qui se retrouve sur notre page Facebook si jamais vous avez envie de réécouter ce que Frédéric nous disait à quelques minutes, quelques heures après avoir été sélectionné. Là, avec du recul comme ça, comment tu revois là, cette sélection et aussi ton départ pour le camp, autant de développement que d'entraînement des Blues de Boston? Bien, je vais commencer par le début. Tu sais, quand je suis arrivé ici en tant que choix de 4e ronde dans le junior majeur, tu sais, tu sors du hockey mineur, tu sais, milieu de 3, tu arrives ici, tu es confiant, puis ça te tente de faire ta place. Tu sais, je suis arrivé, puis on en parlait avec Alexis qui est présent avec nous aujourd'hui. Tu sais, je pense pas qu'on aurait prédit ça, tu sais, en arrivant à mon arrivée ici, mais tu sais, je me suis tellement, tu sais, j'ai fait tout ce que je pouvais pour m'améliorer en arrivant, puis tu sais, peut-être qu'au début, je manquais un peu de maturité comme tous les joueurs en arrivant, puis mais je pense que j'ai fait. 16 ans, ouais, c'est ça, c'est 16-17 ans, c'est dur pour un joueur de s'intégrer contre des gars qui sont 3 ou 4 ans plus vieux que toi parfois, puis je pense que j'ai fait les bons pas vers la bonne direction, puis j'ai eu les bons guides aussi, tu sais, à Rimouski, je pense pas que je peux dire un mot de négatif sur mon passage ici. Que ce soit sur le staff, que ce soit sur des gars comme toi, Nick, qui nous entourent partout. Je vais te lancer des fleurs, Nick, là, juste parce qu'il y a des caméras, là, mais en dehors. Là, le pot est dans la salle quelque part. Ah, c'est ça. Non, mais. Le pot, c'est le prochain invité, c'est ça qu'on vient de dire. Ben, tu sais, des gars comme Junior qui nous fait venir tous les jours, tu sais, c'est des ressources comme ça qu'on a à l'Océanique. Même, j'ai oublié Julie, ben, c'est une partie importante de nous là, qui nous enlève beaucoup de pression sur ses épaules. Quand on va à l'école, on le sait qu'il n'y a pas de pression parce qu'on le sait que Julie,
sais, A+, là, elle va tout gérer nos affaires. Tu sais, on dit, ouais, je suis pas mal stressé avec ça, j'ai de la misère. Tu sais, un exemple, c'est quand je suis revenu de Floride, j'ai dit, ouais, je sais pas comment je vais rentrer mes examens, tu sais, assez vite. Et comme, je vais tout le temps arranger ça avec tes profs, puis je veux que tu sois disponible, on va arranger ça ensemble, puis il n'y a pas de panique, concentre-toi sur tes affaires au hockey. Fait que tu sais, juste des exemples de même, que tu sais, tout le staff à l'Océanique est tout là pour toi, pour tout t'entourer. Puis tu sais, je suis allé loin avec la question, là, on parle de moi puis Boston, mais tu sais, je pense que sans ces personnes-là, je pense pas que ça c'est possible. Qu'est-ce qui est arrivé à moi cet été, tu sais, tous les guides que j'ai eus, tu sais, ça m'a tout mené vers la bonne direction, puis je pense que c'est pas juste sur glace, mais hors glace que ça se passe, puis je pense que la sélection, c'est tout grâce à eux. Puis, j'ai mis les efforts moi aussi, mais c'est un travail d'équipe. Puis, je pense que c'est vraiment le fruit de tous ces efforts-là qui est arrivé cet été. C'est beau ce que tu dis parce que il y a beaucoup de crédit qui te revient aussi. Tu as fait ce que tu as fait sur la patinoire, les dépisteurs, ce qu'ils ont vu aussi. Puis, bon, on pourrait aller bien loin dans la question. Puis, on pourrait même en reparler tantôt avec Alexis Loiseau qui viendra nous voir, étant donné son titre de directeur du développement des joueurs. Mais ça reste qu'on repêche un joueur de hockey pour ses qualités sur la patinoire, mais aussi pour ses qualités en tant qu'être humain maintenant. Hein, on est ailleurs dans le développement des joueurs, mais tu donnes beaucoup de crédit aux gens qui t'entourent et c'est tout à ton honneur. Ça reste que il y a quand même Frédéric Brunet, comme tu disais, qui a réalisé de belles choses et ça vient prouver ce pourquoi les Bruins ont dit on jette notre dévolu sur Frédéric Brunet. Ce que tu viens de faire là, je t'ai pas demandé de dire ça. Personne dans la salle t'a dit donne du crédit à quelqu'un d'autre. Ça revient à voici ce que Frédéric Brunet est. Donc, félicitations pour ce beau témoignage-là. Merci beaucoup, Nick. Ça reste que, bon, si je me permets d'aller tout de même dans ta sélection pour le joueur que tu es, tu es parti donc à Boston, tu as fait le camp là-bas. Tu as eu de bons mots aussi là, de tes performances et du moins de ce que tu as prouvé à ta première chance avec les Bruins. Ouais, écoute, je suis arrivé là-bas. La première semaine que tu vas là au camp de développement, c'est tout du nouveau monde. Tu connais pas ben de monde là-dedans. Puis, c'est des nouveaux gars, puis on est tous du même calibre. On est tous là pour la plupart des gars, c'est leur première expérience ou même leur deuxième qui vont au camp de développement, c'est tous les recrues. Puis, j'arrive là, tu fais des nouveaux amis, tu fais des nouveaux chums, puis genre, même pas un jour après, tu es tout de suite dans le testing, puis tu es tout de suite dans tout ce que tu t'es préparé pour toute l'année, tu te rembarques tout de suite dedans, tu n'as même pas le temps de penser, puis tu es tout de suite là. Puis après, tu embarques sur la glace, puis qu'est-ce que tu veux faire? C'est sûr que ça va pas aller comme tu veux à 100%, tu es stressé, il y a des facteurs qui embarquent là-dedans, puis la seule chose importante, c'est que tu donnes ton 100%. Je pense que ça, j'ai fait dans les 2 semaines que je suis allé, non seulement au camp de développement, mais aussi au camp des recrues. J'ai eu la chance d'aller avec des gars j'ai eu la chance d'aller avec les vieux, les gros gars qui jouent dans la Ligue nationale. Puis je pense qu'il y a une expérience inoubliable. Juste d'y avoir goûté un peu comme ça me donne encore plus le goût de foncer. Puis c'est pas tous les jours que tu as la chance de faire une pause à Patrice Bergeron ou David Pasternak. C'est quelque chose d'assez incroyable. Tu m'avais pas dit justement Pasternak, il t'avait affronté dans un 2 contre 1, je sais pas trop. Ouais, c'est quelque chose. C'était comment ça? Tu t'entends comme dans NHL 22? Ouais, on avait fait une drill de 2 contre 2. Puis là, les deux lignes de gars, il y a les blancs et les noirs dans chaque bord. Fait que là, moi, je suis dans les blancs puis lui, il est dans les noirs. Fait que là, c'est à moi d'y aller. C'est une drill de 2 contre 2. Là, je lève ma tête. Ouais, c'est David Pasternak qui s'en vient contre moi. Fait que là, la drill à part, c'est nous autres qui start avec la puck. Le coach a dit il a dû se sentir mal pour moi parce que c'est moi qui ai starté avec la puck. Après ça, je m'en vais là, je shot sur le goaler, puis là, je suis comme, là, j'ai pris la puck. Là, c'est le temps de défendre. Là, David Pasternak s'en vient contre moi. Écoute, il est tellement confiant avec la puck, puis j'ai pas voulu le cacher. Il a scoré. Fait que, c'est une première expérience contre des gars de même, mais je vais jamais l'oublier ce moment-là, puis c'était vraiment incroyable. Tu lui dis quoi après à David Pasternak, mettons? Tu lui dis-tu bravo? Ouais, c'était pas mon grand chum, là, rendu là, il me connaissait pas bien. Moi, je le connaissais, là, j'ai joué avec à NHL, là, mais lui, crème, quand je me suis fait scorer, je suis parti dans le coin, là, je voulais pas trop que ça se voit. Après ça, il est allé, j'étais comme, crème, je peux pas, peut-être je me suis fait scorer, mais je suis quand même contre lui, là, j'ai fait un bout de chemin assez incroyable pour me rendre là, puis je pense que juste un jour, je pense que plus que je vieillis, je vais être capable de jouer contre ces gars-là facilement, puis pas facilement, mais comme je vais mettre tous les efforts pour que ça soit plus facile pour moi, puis je pense que c'est ça, juste d'y avoir goûté, ça me donne le goût encore plus de mettre les efforts. Tu reviens à Rimouski quelques jours plus tard, quelques semaines, tu as parlé de 2 semaines de camp, entre autres, là-bas. Tu reviens ici. L'équipe avait déjà commencé la saison régulière à Bécomo. J'aimerais qu'on revienne sur, oui, le début de saison, mais juste avant, sur ta nomination en tant que capitaine de l'équipe, parce que, je te le disais avant qu'on commence à enregistrer l'émission,
Comment ça s'est passé pour toi, ce moment-là? Veux pas. Il n'y a personne qui t'a dit avant que tu partes, tu vas être le capitaine à ton retour. Il y a eu un processus de sélection aussi qui s'est fait. Ben écoute, depuis que je suis arrivé avec l'Océanique, je regardais les vétérans, de tout ce qu'ils faisaient de A à Z. Puis, je voulais prendre le plus de notes, puis, pour que je mette ça plus tard, quand je vais arriver à 19 ans, comme je suis aujourd'hui, je vais vouloir faire ce qu'eux ont fait avec moi. Puis, je vais lancer des fleurs à Nathan Ouellette, que ce soit à Zachary Mascotte, que ce soit à Ludovic Soucy. Tous les gars qui étaient là depuis que je suis arrivé, j'ai essayé de prendre le plus de notes possible, puis ils ont fait ça A+, eux autres. Là, je me suis senti chez nous à Rimouski tout de suite en arrivant, puis il n'y avait pas... je sais pas si c'est différent, on en parle beaucoup de ça, puis je sais que c'est différent en fait que l'Océanique, c'est pas comme toutes les organisations, genre c'est pas parce que tu as 20 ans que tu vaux plus qu'un gars qui a 16 ans, c'est vraiment ça qu'on essaie d'inculquer ici à Rimouski, puis on en parle tout le temps avec Serge, puis c'est important de montrer l'exemple, puis c'est pas parce que tu as 20 ans que toi tu as le droit de faire de quoi, puis l'autre n'a pas le droit. Des fois il y a des petits passe-droits, c'est sûr, parce que ça fait longtemps que tu es ici, mais comme il y a des certaines valeurs à avoir, puis c'est ça qu'on essaie d'avoir depuis le début, puis je pense que les gars que je t'ai nommés avant ça, c'est tout ce qu'il y avait, puis j'ai tout fait ce que je pouvais pour prendre le plus possible de eux, d'apprendre, puis un jour quand je vais être dans cette situation, je vais pouvoir faire comme eux. Puis je pense que c'est ça que j'ai fait depuis le début de l'année cette année, mais j'ai commencé aussi l'an passé à mon âge de 18 ans. Je prenais ça à cœur. Je savais que j'avais 18 ans, mais je voulais vraiment mettre au clair que comme je suis ici pour que je peux montrer la direction, je suis capable de faire ça. Puis quand je suis arrivé ici à 19 ans, je voyais que les gars commençaient, ils avaient confiance en moi, j'aimais ça. Puis je peux pas être capitaine si personne ne me suit. Là. Fait que je pense que c'est important que les autres aient confiance en moi, comme je t'ai dit. Puis, juste que la meilleure, quand que je l'ai su en revenant de Boston, que j'ai été nommé capitaine, je prends vraiment pas ça pour acquis, puis c'est vraiment incroyable. J'ai jamais été capitaine dans ma vie, puis juste de l'être dans une organisation comme l'Océanique, c'est assez incroyable, c'est dur à décrire en mots. Là. As-tu senti et c'est pas une question piège, je te rassure, mais as-tu senti une certaine pression qui venait avec ce rôle-là de capitaine? Ou as-tu pu te référer à un gars comme Alexis, par exemple, qui l'a été aussi? Ben, j'ai pas eu la chance d'en parler beaucoup avec Alex parce que on parle plus de hockey que de leadership quand ça va pas bien dans ce temps-là. On essaie plus de trouver des solutions au niveau du hockey quand ça fait 4 de suite qu'on perd au début de l'année. Mais c'est sûr qu'on va s'en parler un jour dans un futur proche, c'est sûr. Mais écoute, qu'est-ce que je peux prendre de lui quand on va s'en parler? C'est sûr qu'il l'a gagné, là, lui, en 2015. Puis je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple que ça. Quand tu es un capitaine puis tu gagnes, c'est pas vraiment plus que tu peux faire. C'est vraiment hot. Puis je suis sûr qu'on va s'en parler un jour. Puis à moins que, comme qui dit là, il veut pas. Mais, hein? Vous ne voyez pas Alexis à l'extérieur du cadre, mais c'est extraordinaire. Honnêtement, il est mieux d'être aussi bon devant la caméra qu'il l'est sur le côté. Ouais, c'est pas ça. Dis-moi en même temps, je voulais qu'on puisse parler, tu nous as parlé un petit peu, là. Il y a eu une marée haute en début de saison, on va le dire comme ça. Là. 4 défaites, tu en parlais. Sans entrer dans trop de détails sur comment ça s'est passé dans le vestiaire et tout ça, comment on vit ça dans un joueur? Tous les joueurs dans le vestiaire sont des joueurs compétitifs, veulent gagner. Il n'y avait personne qui sortait de ces matchs-là avec les défaites qui, par exemple, ne lisaient pas sur les réseaux sociaux des commentaires de partisans pas contents, qui n'étaient pas eux-mêmes pas heureux de la situation. Comment on devait gérer ça, justement? Autant toi, le groupe de leaders, et Serge Beausoleil le dit régulièrement devant les médias aussi, c'est pas juste parce que tu as un A ou un C que tu es un leader. Dans ce vestiaire-là, il y en a plusieurs aussi qui ont pu se lever ou du moins dire « Hey, les gars, il faudrait dresser à bord. » Ben ça, tu dis, tu as totalement raison quand tu dis, c'est pas parce que moi, je suis capitaine ou que, Mathis Gauthier, c'est un assistant ou que tout le leadership group, c'est pas à cause de nous qu'on perd, puis c'est pas genre, comme c'est pas, on fait pas tout de bien nous autres, là, on a des défauts, puis on a fait des erreurs dans ces games-là, puis on le sait, comme c'était frustrant, là, en revenant de Boston, je vis les meilleures semaines de ma vie, puis j'arrive ici, puis je retombe sur la terre, c'est le temps de recommencer à travailler, puis tu commences l'année 0-4, puis surtout après, j'arrive à la première fin de semaine en revenant de Blainville, puis écoute, c'était pas mon meilleur hockey. Là. Je pense que même tout le monde peut le voir que j'étais pas là comme que j'étais censé d'être. Puis, dans une chambre, quand ton capitaine ne joue pas son meilleur hockey, c'est pas parce que c'est à cause de lui qu'on perd, puis c'est pas parce que les jeunes font pas leur job qu'on perd. C'est toute l'équipe ensemble que ça allait pas bien. Puis je pense qu'on essayait de se trouver ensemble. Puis comme tu dis, dans les dernières semaines, ça s'est réglé parce qu'on portait pas juste attention,
à nos games, genre au résultat des games, on passait en arrière de ça, puis genre c'est ça qui est arrivé, on s'est parlé, tu sais, on a eu, j'ai callé une couple de meetings avec les gars, tu sais, on se parlait beaucoup, que ça soit dans les cool-downs, que ça soit tout ça, tu sais, je leur parlais, puis je disais, tu sais, je sais que le résultat, il n'est pas comme qu'on veut en ce moment, mais il faut regarder en arrière de ça, puis il faut bounce back, parce que, tu sais, des débuts de saison comme ça, c'est pas juste à nous que ça arrive, là, tu sais, tu regardes une bonne équipe comme Vancouver en ce moment dans la Ligue nationale, tu sais, ils sont 0-7, c'est pas parce que tu es une mauvaise équipe que tu commences comme ça, c'est parce que, tu sais, on n'était pas prêts, puis on s'attendait à plus, puis on a remis les pendules à l'heure, puis je pense que là, ça va bien, puis je pense que toute la chambre, c'est dans une bonne morale. J'en parlais tantôt avec le monsieur ici, ça fait du bien pour la morale d'avoir 2 victoires de suite en une fin de semaine. La chambre est bien plus, il y a bien plus de vie dans la chambre, tout le monde s'implique, puis je pense que c'est vraiment le fun. C'est moins lourd aussi, vraiment. Tu as dit quelque chose devant les médias en fin de semaine, je pense que c'était vendredi, tu répondais aux questions devant les journalistes, puis tu as démontré beaucoup d'humilité en disant ce que tu viens de nous dire aussi en d'autres mots. Quand je suis revenu de Boston, je n'étais pas le joueur que je sais que je suis. Donc, je ne jouais pas nécessairement mon meilleur hockey. Puis, je pense que ça arrive aussi, et j'utilise tes mots encore une fois, vous pourrez revoir ça dans l'entrevue que Frédéric a accordée, mais il y a une certaine période d'adaptation aussi entre le moment où tu es d'en haut, puis tu as un David Pasternak qui arrive devant toi, puis qui tire, puis qui te comme, OK, j'ai jamais vu le puck partir de sa palette. Puis dans le junior majeur, où il y a, on se le cachera pas, une coche entre les deux. Donc, est-ce que c'est, entre guillemets, sans banaliser la chose, un peu normal aussi que ce soit arrivé? Puis, bonne nouvelle, c'est arrivé en début de saison, pas dans des matchs cruciaux en février. Ouais, écoute, quand je suis arrivé ici, c'était à moi de savoir que ça allait pas être... que ça allait pas être comme en haut, là, tout le monde le sait que c'est une adaptation quand tu reviens, mais je peux pas dire ça comme excuse non plus, parce qu'en tant que capitaine, tu as la responsabilité de dire que, mettons, OK, là, les boys, ça va pas bien, puis pas juste pour moi, mais pour tout le monde, tu sais. Genre, quand j'ai dit, tu sais, je joue pas mon meilleur hockey en ce moment, puis j'ai été 100% honnête, puis je pense que juste le cacher, ça aurait été de mentir, parce que en tant que capitaine, c'est important de dire tes torts à toi aussi, puis tu sais, j'ai pas aidé l'équipe dans cette fin de semaine-là, puis je le savais moi-même que j'étais pas... puis comme tu dis, genre, c'est dur de redescendre. Ça paraît drôle à dire que c'est dur de redescendre d'en haut parce que tu joues un peu contre un moins fort calibre. Mais crime, c'est plus tough qu'on le pense. Puis c'est vraiment un ajustement. Mais je peux pas dire ça comme excuse parce que ça allait vraiment pas bien de mon côté. Puis il fallait que je m'en attende qu'il y ait une adaptation. Puis j'étais pas prêt à ça, genre mentalement. Puis ça a tout chamboulé au début de la première fin de semaine. Puis tout de suite après, genre, les gens qui me connaissent, ils le savent, puis quand ça va pas bien, j'essaie de faire les bouchées doubles, puis je pense que c'est ça que j'avais fait dans les prochaines semaines, j'allais tout le temps avoir d'eau, j'allais tout le temps avoir de la vidéo que je pouvais, tout que je pouvais avoir, je voulais le mettre en action, puis je pense que les dernières semaines, ça a vraiment aidé mon jeu, puis je pense que ça va vers la bonne direction, pas juste pour moi, mais pour l'équipe. Il n'y a pas de semaine plus reposante que d'autres dans le calendrier de l'Océanique en 2022-2023. Encore là, 3 matchs en 4 jours, en 5 jours même, 4 jours qui s'en vient. On parle de jeudi, vendredi et dimanche. Retour à la maison dimanche face à Charlottetown dans un match important qui sera d'ailleurs le match Solidarité Cancer avec la SEC. Et aussi une promotion que je vous ai parlé un petit peu plus tôt là, pour l'Halloween pour les jeunes. Donc, une grosse semaine vous attend encore une fois. Vous partez sur la route dans quelques heures. Merci Fred d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir nous jaser à nous en studio, mais aussi aux gens sur les réseaux sociaux. Merci Nick d'avoir reçu. Laissez-vous charmer par le bistrot de la Forge, voisin de la Maison du Spaghetti au centre-ville de Rimouski. Ameublement Tanguay, au cœur de l'action. D'un océan à l'autre, la LCH est reconnue pour investir dans des moments comme ceux-ci. Mais saviez-vous que nous investissons également pour ceci et ça? Bien que vous nous connaissiez probablement pour ceci, nous faisons aussi cela.
Et ça, le programme de bourse d'études de la LCH remet plus de 9 millions de dollars par année pour permettre à des centaines de joueurs de poursuivre leurs études post-secondaires. Donc pendant que vous voyez ceci, rappelez-vous que nous faisons également cela. La LCH développe les leaders de demain. Vous n'imaginiez pas jouer au hockey sans protection. De la même façon, vous ne devriez pas envisager d'acheter de l'ameublement sans protection. Exigez la protection complète Excelsior lors de vos achats de matelas, meubles et appareils électroménagers ou électroniques. Pour plus de détails, contactez votre marchand accrédité Excelsior. Bonjour. Café? Fraîchement moulu alors. J'ai eu une mise à jour. Fraîchement moulu, en capsule. Le plaisir du café, selon Jura. Le monde bouge tellement vite. Et si vous pouviez tout arrêter? C'est exactement ce que Ford fait pour vous. Commandez votre Ford 2023 sur mesure et votre offre est verrouillée. Tout commence ici, chez votre détaillant Ford ou sur Ford.ca. On est de retour avec Alexis Loiseau, directeur du développement des joueurs et maintenant entraîneur adjoint de l'Océanique de Rimouski. Alexis, merci d'être là. Plaisir. Tu as une barre assez élevée avec ce que Fred vient de faire avec nous. Première question pour toi. C'était pas dans les notes, mais es-tu plus du genre belle-mère, joufflu, chippie ou 7e joueur? Toi? J'adore la belle-mère. Oui? Oh, oui, okay. J'adore la belle-mère. Ma belle-mère, en passant, qui est une femme extraordinaire. Elle doit sûrement être en train d'écouter le podcast. Moi, je faisais référence, vous aurez compris, aux bières d'Archibald qui sont avec nous, hein, qui nous accompagnent. Je ne parlais pas de ta belle-mère, que je ne connais pas, mais que je salue aussi, d'ailleurs. On en reparlera même. Si tu le dis, on en reparlera, effectivement. Cela dit, Alexis, je voulais quand même qu'on puisse t'avoir aujourd'hui parce que, bon, tu occupes des rôles importants, charnières, ici, avec l'Océanique de Rimouski. Et tu as été capitaine de l'équipe, entre autres l'équipe championne de 2015. Je veux qu'on retourne avant ça. Tu es un gars natif de Havre-aux-Maisons, si je ne me trompe pas. Ouais. J'ai fait mes recherches, merci à Elite Prospect et aux petites bannières qu'on fait aussi dans le vestiaire de l'équipe. Aux îles de la Madeleine, naturellement. Et tu as quitté les îles assez jeune pour venir ici, dans le Bas-Saint-Laurent, pour jouer au hockey, pour évoluer, être en pension, évoluer aussi dans ton sport favori. Je veux qu'on remonte à là parce que comment s'est pris la décision pour toi, au jeune Alexis Loiseau, là, pour quitter les îles? Ça s'est fait, en fait, à mes années à Tombe, il y a la Coupe des Jardins qui est un tournoi qui se fait en Gaspésie. Là, il y avait un tournoi à Chandler à mon année à Tombe, deuxième année. Ensuite, j'avais une invitation pour aller à Montjoli au niveau Pee-Wee 2A. Je n'avais parlé avec mes parents pendant l'été. C'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Fait que je suis parti Pee-Wee qui était en 6e année. J'étais en pension à Montjoli, j'étais là 4 ans. Puis c'est comme ça que ça a commencé là, au niveau hockey. Ouais. Est-ce que la discussion, tu le disais, là, ça n'a pas été une décision facile à prendre avec tes parents, mais est-ce que pour toi, c'était nécessaire de quitter? Bien, pour moi, en fait, là, c'est vraiment, tu sais, le hockey, c'est juste ça que je pensais. Là, tu sais, je pensais pas plus loin. Je vais-tu m'ennuyer? Je vais-tu avoir de la misère à me faire des nouveaux amis? Je vais-tu avoir de la misère à l'école? C'était pas... Puis, tu sais, mes parents m'ont toujours supporté dans tout ce que j'ai fait, dans toutes mes décisions dans la vie. Puis, je veux dire, eux autres, c'est sûr que c'était plus épeurant un peu pour eux autres. Là. Moi, j'étais un jeune qui partait de chez eux et... C'était à 10 heures de char, 5 heures de bateau, fait que je les voyais pas tout le temps non plus, là, mais ils étaient toujours là pour m'aider là-dedans. Puis je veux dire, tout ce qu'ils voulaient, c'est que je sois heureux. Puis tout ce que je voulais faire, moi, c'était jouer au hockey le plus souvent possible là, aux îles. T'sais. C'était un peu un calibre où je pouvais jouer avec quelqu'un que c'était la première fois qu'il jouait au hockey, comme quelqu'un qui jouait plus souvent. Puis on avait une pratique par semaine. C'était pas l'idéal, c'était pas ce que je voulais vraiment faire. Puis dans le fond, c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que tu avais eu des modèles précédemment ou avais-tu eu la chance de jaser avec des gens qui avaient déjà fait ce parcours-là pour dire « OK, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je dois faire » Non, pas vraiment. Là. Je sais qu'il y a des gars, après ça, qui ont commencé aussi à venir un peu. Là. Moi, Vincent Arsenault, c'était dans les mêmes âges que moi qui a commencé à venir. Après ça, la première année que je suis parti chez des gens qui viennent des îles de la Madeleine. Donc, ça a été un petit peu une transition un peu plus facile. Eudore Aucoin, qui a été entraîneur aussi
dans la région, puis à Rivière-du-Loup. Fait que ça a été la transition qui s'est faite comme ça. Puis sinon, c'est bien passé. Mis à part ça, bon, t'as quitté, t'as fait au final la bonne décision pour toi, parce que bon, on va parler de ton parcours, t'as joué professionnel, t'es allé en Europe aussi par la suite, mais à quel moment t'as su, avec cette décision-là, que c'était la bonne, que t'allais réussir à traverser toutes ces étapes-là, voir le junior majeur, mais aussi par la suite signer un contrat professionnel avec les Oilers d'Edmonton et aller outre-mer pour évoluer au hockey professionnel? Bien, pour moi, cette décision-là, c'était la bonne avant ces choses-là. Là. C'était pas une question de « je vais-tu réussir à jouer professionnel, je vais-tu réussir à jouer dans la GMQ », même pas ça. C'est pour moi la décision à ce moment-là. Je voulais jouer au hockey, je l'ai faite. Il y a eu des bouts plus durs, puis il y a eu des bouts que ça allait bien. Il y a des bouts que je me suis ennuyé. Il y a eu un bout que mon père est venu rester avec moi pendant 6 mois parce que je trouvais ça dur. Puis je voulais pas m'en aller, mais je voulais aussi que ma famille soit là. Fait que pour moi, la décision a été bonne à partir du moment où c'est ce que je veux faire. J'ai réussi à le faire, puis je veux dire, j'étais heureux de jouer au hockey, puis peu importe j'étais où, puis j'étais avec qui. Quand tu dis que ton père est venu habiter avec toi, c'est toi qui avais demandé à tes parents de venir te rejoindre? Oui, exact. J'avais besoin, je m'ennuyais, je trouvais ça dur, puis ça me tentait pas de me retourner aux îles, mais les autres, ils voyaient bien que, tu sais, non plus, j'étais pas heureux vraiment. Fait que, tu sais, il est venu passer un peu de temps avec moi, puis ça a donné juste après ça le coup de pouce que j'ai eu besoin, puis ouais. C'est une belle histoire, ça. Ouais. En parlez-vous encore des fois de ces moments-là, quand tu repenses à tout ça? Oui, on en reparle souvent. Puis je veux dire, ça a été des moments que j'ai passés avec mon père qui a été privilégié aussi. Là. On était tout seuls les deux. Puis c'est des bonnes histoires. Ouais. Tu t'es retrouvé ici avec l'Océanique de Rimouski, 5 saisons complètes avec l'équipe. Tu as terminé ton parcours junior, pas juste avec la coupe au bout des bras. Tu as terminé ça avec la lettre C aussi. On en parlait avec Fred tout à l'heure. Il y a quelque chose de beau dans l'histoire de l'Océanique. Il y a un grand livre d'histoire. Il y a aussi un chapitre qui est réservé au capitaine. Il y en a de très, très grands, de très, très bons. Comment, toi, ça s'est passé, cette nomination-là? Assurément que tu te rappelles de ce moment-là, lorsqu'on t'a dit c'est toi qui vas être notre grand leader cette année. Oui, je m'en souviens. Puis c'est pas quelque chose que je m'attendais vraiment pas. Là. Je suis un gars qui a tout le temps été vraiment timide dans mon affaire. Je faisais mes petites affaires. Puis mes premières années avec l'Océanique, c'était la même chose. C'était le même moule. Je faisais mes petites affaires. Je prenais pas bien de place. Puis encore aujourd'hui, je suis un gars qui est assez réservé. Sauf que cette saison-là, où j'ai été nommé capitaine, pour moi, ça a eu vraiment une grande importance à ce niveau-là. Ça m'a permis, je pense, de prendre plus ma place, puis justement de m'affirmer. Puis ça a été une saison où on a eu du succès, mais ça a été une saison que j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. Puis la manière que ça s'est passé, c'était un peu tout le temps la même chose. Là. Je sais que c'est un vote, là, puis il y a les coachs aussi qui décident, qui sont d'accord ou pas avec ça. Là, mais puis quand j'ai été nommé, j'étais vraiment super content. Mais la seule année que ça a été truqué, c'est 2014-2015. C'est ça. Là, je sais que j'avais pas eu bien de votes, mais finalement, j'avais... Mais t'as entendu avec Serge, je pense. Ouais, c'est ça, hein? T'avais coûté combien déjà, tu m'as dit? Non, c'est ça. Non, mais blague à part, donc, tu t'es retrouvé capitaine. On me parlait tout à l'heure, je parlais avec Jean-Philippe Bégubé de cette histoire-là, puis il me disait, Nick, il faut absolument lui demander. Tu sais, on dit toujours que les années juniors, c'est les plus belles des joueurs. Honnêtement, sur le coup, peut-être que les joueurs ne le réalisent pas. T'sais, moi, je ne l'ai pas vécu, mais une fois que tu as terminé ça, comme quand tu quittes le secondaire, puis tu te retrouves au cégep ou ailleurs, puis là, tu fais comme, OK, c'était le fun. Ouais. On avait du plaisir, on était encadrés, on avait Frédéric en a parlé, du monde autour de nous qui nous guidait vers le droit chemin. Il y a aussi ce sentiment-là que vous êtes tous des frères. Des frères, des sœurs avec les gens aussi qui travaillent ici. Est-ce que tu as encore cette relation-là avec plusieurs ou certains joueurs de l'édition 2014-2015? Oui, écoute, c'est sûr. Là. Surtout une équipe comme ça, où tu finis puis tu gagnes, c'est des souvenirs qui restent à jamais. Puis je veux dire, les boys, tu sais, j'en ai plusieurs qui sont venus à mon mariage il y a une couple d'années. C'est des gars que tu gardes toujours quelque chose, un lien avec eux autres, que ça va rester toute ta vie. Puis, tu sais, là, on arrive, on est en 2022. Dans pas long, il va y avoir les 10 ans de la Coupe que, tu sais, on va, peut-être même avant, là, mais on va faire quelque chose de gros ici. On va faire vraiment des retrouvailles avec tous les boys puis tout ça qu'on peut avoir. Fait que c'est sûr que c'est des choses que ça qui restent toujours, là, surtout quand tu réussis à gagner comme ça. Quand tu regardes, justement, bon, il y a plusieurs joueurs qui ont des carrières professionnelles, autant dans la Ligue nationale qu'ailleurs. Il y en a d'autres qui étaient ici récemment, justement, pour leur rôle professionnel. Avez-vous la chance encore de parler
de ce qui se passe dans vos vies. De toi, tu es nouvellement papa. Il y en a d'autres peut-être aussi qui ont cette situation-là. Fait que vos vies changent, mais veut pas, ça reste que vous avez ce lien-là qui vous unit. Exact, c'est vraiment ça. Puis je veux dire, là, les gars, ça, quand on commence à fonder nos familles, puis c'est de nouvelles affaires. Là, il y a plusieurs gars qui se sont tournés vers la retraite, puis là, qui changent un peu de domaine. Il y en a une couple encore qui joue. On a eu la chance, Sam Morin, qui est venu ici il y a une couple de semaines, là, que lui a pris sa retraite dernièrement du hockey, puis là, il travaille dans l'organisation avec les Flyers. Là, mais lui, c'en est un que ça faisait longtemps que j'avais pas vu là, depuis une couple d'années, puis j'étais vraiment content de le voir. C'est le même Sam que quand on a joué ensemble. Là, je veux dire, il n'a pas changé, c'est le même petit. Toujours aussi grand. C'est ça, encore le même petit gars. Le bon Jack, puis je veux dire, c'est des choses que. Une année junior, là, ça va te suivre toute ta vie, puis c'est une gang de chums, puis c'est au niveau hockey, puis c'est les soirées que t'as, puis les rides d'autobus, puis ça la route, puis c'est des affaires que t'oublies pas, là, ça c'est sûr. Tu es revenu en 2020 avec l'organisation officiellement à titre de directeur du développement des joueurs. Bon, un peu plus tard, comme entraîneur adjoint avec Serge Beausoleil et Donald Dufresne derrière le banc. Mais lorsque tu as reçu... parce qu'on a sorti quelque chose en 2020. On avait sorti un texte disant, bon, Alexis Loiseau de retour à la maison. On était tous très, très heureux de cette nouvelle-là. Mais là, on peut finalement, 2 ans plus tard, et mettons ça sur le dos de la COVID, ne m'amuse pas ça, mais on peut finalement en parler de cette nomination-là avec toi, avec le public, avec les partisans. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui as sondé le terrain pour dire « j'aimerais peut-être ça revenir » ou c'est l'inverse? Ben, tu sais, moi, je suis parti, là, puis j'ai joué au hockey, puis j'ai toujours continué à suivre l'Océanique, puis j'ai un sentiment d'appartenance ici avec l'Océanique vraiment qui va durer pour toujours. Là. Pour moi, c'est une organisation qui est tellement importante, qui a tellement été bonne pour moi que, je veux dire, ça va toujours rester. Fait que ça, en partant de là, quand je suis revenu, j'ai pris ma retraite, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. J'avais recommencé l'université à ce moment-là, c'était ça mon plan pour tout de suite. Puis finalement, je me souviens pas exactement comment ça s'est passé au début pour le travail avec le développement des joueurs. Là. Je sais pas si c'est moi qui étais revenu ici, puis j'avais parlé à Serge après une game, puis là, je pense qu'il m'avait dit comme qu'il y avait peut-être une opportunité pour quelque chose, ça me tente. Puis je veux dire, moi, j'étais basé à Québec, je restais à Québec, fait que c'était quelque chose qui se faisait super bien. Là. Moi, je suivais les prospects de l'Océanique, puis fait que ça a été le premier 6 mois après que je suis revenu de ma retraite, qui était en novembre. J'avais commencé, j'avais fait ça tout l'hiver, puis je suivais nos gars qui appartenaient à l'Océanique. J'allais voir des matchs à Québec, Montréal, puis je me souviens, Fred jouait Midget 3 cette année-là. J'étais allé le voir peut-être une fois ou deux. C'était pas un prospect qui était vraiment haut dans notre hiérarchie, mais tu sais, quand même, il faut tout aller les voir pareil. Fait que, par respect, j'étais allé. Il porte un chandail, il joue à Québec, on va aller le voir. Ça avait donné comme ça une fois qu'il jouait, puis il y en avait 2 autres que je voulais aller voir, fait qu'il était là. Fait que, tu sais, c'est ça, fait que non, je niaise avec ça, mais ça avait commencé comme ça, puis après ça, en fait, pendant l'été, je me souviens, j'avais accepté un poste comme coach à Trois-Rivières avec une équipe scolaire. Je me rappelle de ça, ouais. Puis là, un samedi matin, je suis en train de jouer au golf, puis Serge m'appelle, puis là, il me dit « Ouais, t'as-tu 2 minutes, j'aimerais ça te parler, là, passe chez nous quand t'as le temps. » Fait que là, moi, je suis comme « OK, d'après moi... » Je suis au 6e trou, il me reste encore une couple de temps. Là, je finis ma ronde de golf, je m'en vais chez eux, je me dis « Ben d'après moi, avec le COVID, là, ils veulent couper en quelque part, puis ma job, ils vont me dire salut, tu sais. » Fait que là, j'arrive là, puis là, il me dit « Ouais, non, ça te tente-tu de venir coacher avec nous autres à Rimouski? » Je suis comme « Chris, je commence la semaine prochaine, moi, à Trois-Rivières. Je venais d'aller faire 2-3 meetings là-bas. Je commençais, j'étais comme « Je peux pas faire ça, là. Je peux pas m'en aller à 3 jours. » Fait que là, finalement, j'appelle le gars à Trois-Rivières. J'ai dit ça, il dit « Écoute, t'as une chance de t'en aller junior major. Niaise pas avec ça. » Je rappelle Serge, j'étais super content. Moi, j'ai pas pensé 2 fois. Là, je suis parti de Québec. Ma blonde était avec moi. Elle a été chanceuse aussi. Elle était en télétravail à ce moment-là. Fait qu'on est parti, on s'en est venu ici. 3-4 jours après, je pense qu'ils ont commencé les meetings pour le camp d'entraînement. Puis finalement, c'est une des bonnes décisions que j'ai prises parce que j'adore ça ici à Rimouski. Puis le coaching, c'est quelque chose que je savais pas si j'allais aimer. J'ai jamais su vraiment. Je me suis jamais dit c'est ça, je veux être un coach après. Sauf que c'est quelque chose que de jour en jour, je continue à apprendre, puis j'adore ça. Puis je suis un gars qui aime le hockey de base. Je baigne là-dedans depuis toujours. Puis je veux dire,
c'est vraiment quelque chose que je suis vraiment content de pouvoir faire. Je suis chanceux, puis on en parlait tantôt, je veux dire, j'en dois une à Serge là-dessus pour toujours, là, qui me ramène ici, puis qui ait confiance en moi, puis qui m'amène avec l'équipe. C'est quelque chose que je suis vraiment reconnaissant. Qu'est-ce que tu aimes le plus, Alexis, dans autant ton rôle de directeur du développement des joueurs, en étant sur place avec l'équipe, parce que là, tu les vois, les jeunes évoluer aussi, puis aussi le fait d'être derrière le banc. Si tu avais, sans dire choisis-en un au détriment de l'autre, mais dans les deux jobs, qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est-tu d'être dans l'action encore puis de revivre ces émotions-là de la game que tu as vécu en tant que joueur, puis en même temps de voir l'évolution des gars? Fred en parlait là, tantôt. Tu rentres ici, tu es immature, tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu rentres dans le vestiaire, tu ressors à 20 ans, tu es comme OK, je suis un homme maintenant, j'ai appris tellement, puis l'évolution d'une personne, c'est ça qui t'allume le plus? Oui, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime vraiment là, voir à partir du moment où ce qui arrive ici avec nous autres, ou que ce soit midget, puis comment il peut se développer, c'est quoi son potentiel, c'est quoi qu'il peut se développer comme joueur, comme personne, c'est quelque chose que j'adore, mais je ne te cacherai pas encore là, aujourd'hui. Une journée de match là, où tu arrives le matin, tu as le morning skate, après ça, tu te prépares l'après-midi, tu te prépares, puis là, le match commence le soir. Là, c'est ce moment-là, avant que le match commence, j'ai tout le temps des petits frissons un peu, puis je veux dire, je m'ennuie pas de jouer, mais je m'ennuie peut-être de la compétition, là, ce qui se passe avant le match, la préparation avant le match, puis ces affaires-là, là, c'est quelque chose que des fois, j'écoute l'hymne national avant la game, puis là, je me dis, peut-être que j'aimerais ça. Ah ouais? En soir, tu remettrais patin. Dépend des fois, là. Dépend des soirs. Dépend des clubs, dépend des soirs, dépend des places, là, mais des fois, ça me tente plus que d'autres. Dans le titre de directeur du développement des joueurs, il y a beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent et qui ne savent pas vraiment ce que c'est. C'est un titre, on met ça sur quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce rôle-là pour toi? Bien, c'est sûr que mon rôle est un peu différent, étant donné là, que je suis à Rimouski à temps plein. C'est un peu plus dur pour moi de me déplacer, d'aller voir les matchs. Tu l'as dit tantôt, on a un horaire qui est assez chargé. Là. Presque. Ouais. Ah, c'est ça. Fait que je peux pas. J'ai pas beaucoup de temps pour partir sur la route, aller voir les gars en présentiel puis tout. Sauf que mon rôle, c'est un peu de regarder leurs matchs le plus possible sur Internet puis essayer d'avoir des suivis de temps en temps avec eux autres, juste pour qu'eux autres ils sachent que, dans le fond, on est là s'ils ont besoin de quelque chose. On n'est pas là pour les coacher parce qu'ils sont déjà dans une équipe où ils sont coachés puis qu'ils ont des personnes qui sont là pour ça, mais juste pour leur dire que, écoute, s'il y a de quoi, s'il y a des petites choses qu'on peut travailler, si tu as besoin de quelque chose, on est là, on regarde tes matchs, on te suit, puis Danny Dupont fait un travail aussi vraiment, vraiment important là-dedans, puis il va voir les matchs, lui, sur place, puis fait que c'est un peu un travail d'équipe, c'est un rôle qui m'intéresse. J'adore voir les jeunes midget, voir leur progression, comme on a dit tantôt, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Tu es un petit gars des îles, on l'a dit. On ne sortira jamais. Les îles d'Alexis Loiseau. Récemment, il est arrivé la tempête là-bas. Est-ce que tu as encore des gens? Est-ce que tu as encore de la famille? Oui, c'est ça. Ma famille, mes parents, ma mère, mon père sont encore là. Mes oncles, mes tantes. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Tout le monde se porte bien. Il y a eu des gens qui ont été un peu plus touchés par la catastrophe, là, mais ma famille, on est correct. Là. On s'en est bien tiré. On est content de savoir ça. Je voulais aussi revenir aux îles en terminant ce segment-là parce que il y en a des petits gars aux îles et des petites filles aussi qui veulent peut-être, et là je m'exprime peut-être mal, mais sortir des îles pour mieux s'épanouir. Parce que veut pas, il y a une limitation aux îles. Tu t'en parlais, là, le nombre d'heures de glace qui est peut-être plus difficile. Bon, je connais rien aux îles, mais la dernière fois que je suis allé, on avait joué à Fatima, puis l'aréna était dans le début des rénovations, ou du moins il fallait qu'il y ait des rénovations. Donc, est-ce que tu as encore des contacts avec des gens là-bas qui peut-être peuvent soit te référer des noms de jeunes hommes, de jeunes filles qui veulent peut-être évoluer dans leur sport favori, ou est-ce que tu sais qu'il y a des talents là-bas qui sont cachés, qui pourraient sortir pour... Oui, bien, en fait, ça, c'est un point qui... premièrement, là, je connais bien le gars qui s'occupe du hockey présentement aux îles, Mathieu, puis je sais qu'il fait un travail vraiment un bon travail, puis ils ont des camps d'été où plusieurs gars que je connais aussi qui s'impliquent, puis je sais qu'ils font un bon travail avec ça. Moi, le fait que j'ai voulu sortir, c'est plus que j'ai toujours voulu jouer avec les meilleurs, puis contre les meilleurs, donc c'est sûr que pour moi, j'avais besoin de ça. Je pense que tu peux quand même être aux îles puis pouvoir te développer. Je pense que c'est différent pour tout le monde. C'est vraiment, je pense, la nature de la personne là,
qui va faire si tu restes ou pas. Après ça, je pense que les outils sont de mieux en mieux aux îles, puis plus en plus, il y a un nouveau complexe. Tu parlais tout à l'heure à Fatima. Présentement, il y a un nouveau complexe, un complexe qui est semblable à ce qui est ici, direct à côté de l'école polyvalente. Fait que, je pense que les ressources sont de plus en plus présentes. Puis, dans le fond, c'est toi qui sais qu'est-ce que tu veux faire. Là. Si tu veux, tu peux te développer comme joueur aux îles, comme tu peux le faire à l'extérieur. C'est vraiment juste les efforts que tu mets, là, je pense. Puis, à un moment donné, c'est sûr que si tu veux percer dans le hockey, il va falloir que tu sortes. Là, mais je pense pas que ça a besoin d'être fait en 6e année nécessairement. Vous avez des questions, on met le numéro de téléphone cellulaire privé d'Alexis Loiseau dans le bas d'Alexandre, oui, je ne sais pas pourquoi. Je pensais tellement à ton numéro que j'ai oublié ton nom. Ça va pas bien, hein? Alexis, merci infiniment d'être passé aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci pour les gens ici en studio qui ont pu écouter ton histoire. Je pense que je m'étais noté justement que tu étais un beau modèle pour les Madelinoises. C'est ça, Madelinoises? Hein? Madeliniennes. Pour les gens des îles de la Madeleine, j'aurais dû avoir le bon mot avant de le dire. Madelino, je suis convaincu par contre. Ça, je vous le dis, ça c'est à 100%. Mais vraiment, tu es un beau modèle. Puis on va espérer, autant au sein de notre organisation qu'ailleurs dans le circuit ou dans d'autres sports aussi, avoir plus de gens des îles de la Madeleine qui pourront nous dévoiler, nous parler un peu plus de leur histoire. Merci infiniment d'être passé aujourd'hui. Pour vous à la maison qui allez regarder cette émission en différé, puisqu'on captait ce soir dans le Club Bud, vous allez voir dans les prochaines minutes les faits saillants du dernier mois et du premier mois d'activité de l'Océanique de Rimouski. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On espère que vous aurez apprécié le passage de Frédéric Brunet et d'Alexandre /Alexis Loiseau. Et pour la suite des choses, eh bien, on se retrouvera, nous, quelque part au mois de novembre pour le troisième épisode de Dans l'univers des Knicks. Merci.